Eh bien, nous allons parler à propos du monde de la psychologie jungienne. Au début, je voudrais bien prendre la notion de la libido. Et nous allons comparer cette notion chez Freud et chez Jung. Freud réduisait la libido plutôt à la sexualité. Donc, c'était la sexualité humaine qui, selon Freud, était à l'origine de notre énergie que nous manifestons dans la vie quotidienne et que derrière les grandes découvertes scientifiques, par exemple, les chefs-d'œuvre d'art, etc., on aurait comme base l'énergie sexuelle. Jung va développer cette notion et pour lui, la libido, c'est avant tout une énergie plutôt spirituelle qui est liée au soi. Nous allons parler aussi de cette notion et qui nous anime. Cette énergie qui nous pousse à l'accomplissement, à la compréhension pourquoi nous sommes sur Terre, quel est le but de la vie, et même l'union, dirais-je, mystique avec les autres et finalement avec le divin, avec l'univers, si vous voulez. Donc c'est une énergie plutôt universelle, parce que nous allons voir que l'homme est toujours lié non seulement avec l'univers, avec Atman, mais aussi aux grandes trajectoires de l'humanité qui sont exprimées dans les mythes. Et pour parler aussi de la spiritualité chez Jung, c'est le besoin du sens. Ici, je vais aussi citer la pensée d'un grand adepte de Carl Gustav Jung, de Stanislav Grof. Lui, pendant l'un de ses voyages visionnaires, il a compris que c'est pas avec l'intellect où on peut chercher et comprendre le but de la vie. C'est pour ça que Grof critique les philosophes comme Bergson, par exemple, qui dit que voilà, nous venons de rien, nous vivons la vie, on ne sait pas pourquoi, et ensuite on meurt. Non, Grof dit que c'est la réflexion intellectuelle. Et pour comprendre le sens de la vie, il faut plutôt la sentir. Qu'est-ce que je sous-entends par cela? Sentir cette union avec tous les êtres vivants, avec l'univers, avec le cosmos. D'ailleurs, ce qui est intéressant, ce qui me vient dans la tête, c'est aussi les points de vue bouddhistes et aussi euh, l'expérience de ceux qui ont vécu les expériences de la mort, de mort imminente. Il dit, et les bouddhistes et ces gens-ci disent que quand il était en train de mourir, il y avait des êtres qui leur ont posé deux questions. Comment vous avez aimé les autres et comment vous avez aidé les autres. Les mêmes choses disent les écoles bouddhistes. Ça
marque, ça nous invite à l'union avec les autres, avec tout ce qui est vivant, de soutenir la vie, euh, de contribuer. Le mot bonheur, c'est un peu banal, mais je sais pas d'autre. Au bonheur de tout ce qui vit, de tous les êtres qui suivent la même voie que nous, c'est-à-dire qui traversent la vie. Et aussi, je vais parler de la notion du soi. Cette notion, Jung l'a empruntée chez les hindous. Et pour les hindous, c'est plutôt Atman, c'est-à-dire l'étincelle divine en nous, ou même Dieu qui vit dans nos, je sais pas, dans nos corps, dans nos têtes. Voilà, mais plutôt, moi dirais-je, c'est l'étincelle divine en nous. Et donc, le soi qui est vraiment caché du regard conscient, qui est vraiment différent de nos désirs et de nos besoins terrestres, en quelque sorte qui peut suivre sa propre voie et qui nous aide à expliquer beaucoup de choses. Par exemple, il nous arrive des malheurs, nous sommes secoués par la vie, euh, nous tombons sur des absurdités, comme pour moi c'était l'épidémie du Covid et surtout le confinement. Je me disais que tant de morts, tant de souffrances, c'était une absurdité totale. Et nous voyons comme la vie comme ça, du chaos, des absurdités partout, voilà, et beaucoup de choses que nous n'avons, dont nous n'avons pas d'explication pourquoi ça nous arrive, du non-sens. Et avec le soi, avec la notion du soi, on peut expliquer ces choses, ce que le soi, ou si vous voulez Dieu en nous, cherche à faire sa propre expérience. Notre soi cherche à expérimenter, à réaliser des choses, à avoir certaines impressions qu'on ne peut avoir que pendant la vie terrestre pour avancer, pour acquérir une certaine sagesse. Et vous voyez, parfois, les gens mourants, ils disent que voilà, j'ai gaspillé ma vie était vaine, je n'ai rien acquis, j'ai tout gâché, j'ai échoué partout. Mais ça, c'est le point de vue conscient, parce que ces gens ne savent pas que peut-être leur soi ont eu un grand pas, euh, a fait un grand pas vers l'accomplissement, vers le développement, vers le rapprochement du divin. Qui sait? La conscience ne peut pas le savoir, au moins la conscience ordinaire. C'est pour ça que Jung dépensait beaucoup de force pour connaître le chemin du soi, c'est-à-dire comment son soi faisait cette expérience de la vie. Et à fin de sa vie, il a dit que rien de personnel, rien de personnel. Ça montre à quel point il a accompli consciemment cet appel du soi. Ça c'est très intéressant. C'est-à-dire, nous voyons le Jung âgé en tant que personne avec peut-être ses désirs, ses amours, ses préférences, ses haines, etc. Mais en fait, non. Ce n'était que l'apparence.
Parce que, je répète cette phrase, rien de personnel, ça montre qu'il a atteint un niveau où euh, il était en quelque sorte l'incarnation du soi. Voilà. Et chacun de nous, plus ou moins, est invité à faire ce même chemin vers vers l'accomplissement du soi. Ce qui est intéressant, récemment, j'ai écouté l'entretien avec un gourou indien et il a dit une chose très intéressante. Quand nous voulons que les choses se produisent et elles ne se produisent pas, pourquoi? Et chez les autres, on voit que ils sont chanceux et tout ce qu'ils veulent, ça se produit. Il explique tout ça aussi avec la notion du soi. C'est-à-dire, quand nous sommes trop dans notre ego, ce qui n'est pas forcément mal, donc quand nous sommes trop dans notre ego, euh, parfois nous ne désirons que les réalisations égoïstes. Et ça peut contredire le but du soi, de notre soi, le but de notre vie vue par notre soi. Et c'est pour ça que notre soi pourrait, au conditionnel, rien n'est sûr, voilà, donc pourrait faire des obstacles pour que certaines choses ne nous arrivent pas parce que elles vont être ne pas en accord avec le soi. Et par contre, les gens qui ont réalisé leur soi, ils, euh, ils planifient les choses, ils voient leur vie à travers ce prisme qui est le soi. C'est pour ça que leurs désirs s'accomplissent, parce que ça sert non seulement à leur propre soi, mais aussi au bonheur des autres, voilà, aux richesses spirituelles plutôt qu'aux richesses terrestres. Et bien sûr, Jung a vécu la rencontre euh, avec le lumineux euh, parce que il était croyant, il était chrétien et au début de sa vie, son père avait voulu qu'il devienne pasteur, mais cette ambiance euh, croyante pesait sur Jung. Moi, je dirais que c'était plutôt l'ambiance dogmatique, parce que en christianisme traditionnel, il faut être d'accord avec les dogmes, ce que Jung, en tant que futur scientifique, n'aimait pas. Et donc, il a quitté finalement euh, ce berceau de l'Église protestante pour revenir après, quand il a eu des expériences mystiques personnelles, ce qui lui a permis d'avoir un regard subjectif, au sens positif du terme, le regard subjectif sur la religion, sur le divin, sur peut-être même les dieux au pluriel, parce qu'il s'intéressait à l'hindouisme aussi. L'inconscient collectif. Jung a avancé une hypothèse que l'humanité avait l'inconscient collectif. Avec cette notion, on peut expliquer par exemple la clairvoyance, la télépathie, les souvenirs
des vies antérieures, parce que une vie antérieure euh, peut ne pas être la nôtre. Nous pouvons nous connecter euh, à une personne décédée il y a longtemps et vivre sa vie, mais ça ne veut pas dire forcément que c'était notre vie. Voilà, et donc tout règne dans ce champ qui est la conscience collective, et on peut lire beaucoup d'informations, euh, la comprendre. Voilà, et on peut dire que peut-être, si on veut critiquer Jung, que peut-être cette théorie est tirée par les cheveux, mais il y a une chose intéressante, ce que, excusez-moi de faire ces parallèles, mais par exemple, les fourmis auraient une conscience, même on peut dire une conscience collective, parce que le rôle d'un seul fourmi, il est euh, presque nul. Et il y a des théories qui disent que, en fait, c'est quelque chose entre le cerveau humain et la société avec les individus séparés, où chaque fourmi aurait représenté un neurone de notre cerveau. Tellement son rôle est réduit. Donc ça fait penser, parce que dans le monde des insectes, dans le monde animal, il existe bel et bien la conscience collective. Aussi, chez Jung, nous voyons que chaque être humain inspire à la complétude. Euh, et ça se passe au-delà de la personnalité consciente. Et les questions qui sont qui méritent d'être posées: pourquoi je suis sur la Terre? En fait, pour comprendre le sens toujours caché de la vie, il faut écouter notre soi, qui peut nous parler à travers des maladies et des épreuves. Parce que les choses tellement douloureuses que des maladies ou des épreuves nous réorientent complètement. C'est-à-dire, en passant par ces périodes très dures, ça nous change complètement. Nous devenons en quelque sorte en autre personne, au moins au niveau conscient, au moins au niveau de notre ego. Nos valeurs changent. Certaines, malheureusement pas tous, commencent à voir la vie bien plus profondément. Par exemple, un exemple banal, peut-être stupide, que un homme lambda va accumuler, je sais pas, les richesses, les voitures, voilà, avoir un bon compte en banque, chercher le confort, les vacances, les voyages, etc. Et ensuite, une grande épreuve lui arrive qui bascule tout, qui bascule tout. Il peut comprendre soudainement qu'un jour, euh, il va perdre tout ça. Pourquoi accumuler tout ça? Surtout, ce qui me surprend, parfois, je vois même des politiciens très âgés qui continuent à accumuler des choses, acheter des yachts, des grandes maisons, mais il ne leur reste presque pas de temps pour en profiter. Voilà, et l'homme ayant traversé une grosse épreuve, il va comprendre que tout lui est prêté. Il devra rendre toutes les choses matérielles au monde matériel.
et que les vraies valeurs sont les autres valeurs en fait. Vous voyez, quelqu'un qui a frôlé la mort, qui a failli mourir, il a forte chance qu'il va comprendre que, vous voyez, dans le miroir de la mort, face à la mort, euh, d'autres valeurs apparaissent. Voilà, l'amour envers son prochain, voilà, la beauté de la nature, apprécier le moment présent. Et c'est pour ça que Jung a affirmé que le soi nous parle à travers des maladies et des épreuves. Aussi, c'est la dépression. La dépression peut nous guider. Je me souviens d'une lettre de Jung quand il soignait un alcoolique dépressif, voilà, que personne ne pouvait soigner. Il continuait à boire et Jung, il a compris que cette personne cherchait l'union, la spiritualité, euh, l'union avec l'univers, vous voyez. Et c'était ça la racine de son alcoolisme. Et quand son patient, grâce à Jung, quand il a compris son problème, il a abandonné l'alcool. En fait, quand on lit les séances de Jung, quand on lit ses mémoires, euh, on peut avoir l'impression que ces séances de la psychanalyse, c'était presque de la magie. Il avait une telle sensibilité, il avait une telle compréhension et surtout l'intuition. Par exemple, Jung consulte une jeune fille qui est gravement souffrante de la névrose, qui est chrétienne. Et imaginez quelle intuition, c'est presque télépathique. Et Jung demande qui était votre grand-père. La jeune fille lui répond que c'était un saint juif. Et Jung dira, vous avez abandonné le judaïsme, votre religion, la religion de votre grand-père, qui a fait beaucoup de choses pour les juifs, qui était très reconnu et très réputé. Donc, vous devez vous reconvertir au judaïsme et votre névrose va disparaître. Ce que la jeune fille a fait, et elle était guérie de la névrose. Vous voyez, quelle intuition, comment ça pouvait marcher. C'est pour ça que je suis sûr que les grands maîtres de la psychanalyse euh, adaptaient leur théorie, leur école à leur propre fonctionnement, à leur propre don. C'est pour ça que donner cette même patiente à un autre psychanalyste, bien qu'il puisse être jungien, mais il n'aura pas cette intuition. Voilà, il va rater. Et ce qu'avait Jung, personne d'autre, même dans l'histoire peut-être, n'avait. Voilà, cette compréhension soudaine des choses. Par exemple, une nuit, Jung dort dans son lit et soudain il se réveille à cause de la douleur dans sa nuque et dans son front. Voilà, il a compris que quelque chose s'est passé, il s'est rendormi et le matin, il a appris qu'un de ses patients s'est tiré une balle dans sa tête qui est entrée par le front et sortie par la nuque. Il a senti la douleur. Voilà, comment on peut expliquer ça? Même Jung, il ne comprenait pas comment il pouvait sentir ces choses. Voilà. Encore une chose intéressante, une phrase de Jung, nous devenons lumineux, en traversant les ténèbres. Voilà, Jung
disait d'ailleurs que la névrose, c'était la tentative la plus efficace d'auto-guérison, que l'organisme, le cerveau, la psyché nous indiquait comment guérir. Et il devait suivre la névrose ou un symptôme psychologique. D'ailleurs, je me souviens d'une histoire racontée par Jung lui-même dans le livre Ma vie. Il y avait une dame, dirais-je, une schizophrène, chez qui les voix disaient qu'il y ait quelqu'un qui lui lise la Bible. Voilà, imaginez la sagesse de Jung. Au lieu de lui donner des médicaments, de dire que c'est pas vrai, madame, ces voix n'existent pas, il s'est assis à son chevet et a commencé à lui lire la Bible. Et les voix ont disparu. La dame était guérie. Donc Jung ne s'opposait jamais à la manifestation d'une symptomatique, au contraire, il l'écoutait et le suivait. Et il insistait aussi que nous devons accepter avec bienveillance notre part d'ombre et ne pas avoir peur de traverser les ténèbres. Hier, je regardais un documentaire sur Stanislav Grof que j'ai mentionné ci-dessus, qui disait que pendant les séances de la thérapie LSD, les personnes plongent parfois dans des ténèbres où ils voient des démons, des êtres terrifiants. On peut ceux qui sont décrits dans le livre tibétain de la vie et de la mort. Et donc, il disait que c'est pas grave, au contraire, c'est très curatif. Vous devez, pendant les séances, vous devez traverser les ténèbres, et une fois que vous les aurez traversées, la lumière va apparaître, et vous serez guéri. Ce qui se passe, d'ailleurs, en réalité. Voilà, et Groff aussi, il dit que il ne faut rien rejeter, parce que, pour que, comme il y a, j'ai oublié, c'est qui a dit ça, que on peut chasser les ténèbres non par les grands efforts, mais seulement en allumant une bougie, et le ténèbre va disparaître. Mais on doit les traverser. Aussi, dans la deuxième moitié de sa vie, Jung étudie profondément les alchimistes. Les alchimistes qui cherchaient l'union mystique. Je ne vais pas parler en détail des alchimistes, je vais parler seulement de l'interprétation faite par Jung. Et même si on prenait les relations humaines, c'est toute une alchimie, parce que quand il y a une relation authentique, c'est comme du métal. Chaque être qui est dans un couple va changer, en interagissant avec l'autre. Alors un certain alchimie se passe et les deux membres du couple euh, changent, mais changent vraiment. Aussi, on peut parler de l'alchimie antérieure, d'ailleurs, ce qui est aussi pratiqué par les Chinois. Ce que il faut euh, trouver l'harmonie, voire l'union des éléments, des contradictions qui sont dans notre antérieur. Qu'est-ce qu'on peut dire encore d'intéressant? Ah voilà, Jung s'intéressait aussi à la mythologie.
Et il a inventé la notion des archétypes. En fait, un archétype, comment je pourrais expliquer? Euh, c'est un symbole euh, plus ou moins schématique. Par exemple, si je vous dis le mot l'héros, le saint, voilà, le savant, le sage, chaque fois ça vous donne une image schématique de tous ces personnages. Mais dans les cultures différentes, ces personnages se comportent différemment. Bien que le schéma de base reste le même. Et de cette façon, chacun de nous vit en mythe, ou plutôt en personnage, en rôle majeur, mais pas au sens, je sais pas, prosaïque terrestre, mais vraiment quelque chose qui mène à un exploit, à une grande victoire. Par exemple, il y a des personnes qui vivent l'archétype de l'héros. L'autre qui sont, je sais pas, bénis pour vivre l'archétype du sage. Et chacun de nous, d'ailleurs, réfléchissez-y, euh, on peut voir, je sais pas, une chaîne des événements qui marquent notre rôle majeur sur Terre. Quoi que ça nous plaise, quoi que ça nous déplaise, parce qu'il y a des événements, des synchronicités non seulement positives, mais aussi négatives, traumatisantes plutôt, parce que chaque fois, il n'y a pas de choses a priori positives ou négatives, c'est toujours notre interprétation. Parce que d'ailleurs, dans la littérature New Age, et voilà, chez les psychologues qui nagent à la surface, on parle toujours des synchronicités, mais des synchronicités positives. C'est-à-dire, la synchronicité, ce sont les événements qui arrivent simultanément sans cause physique évidente. Voilà, et donc j'ai lu quelques livres sur la synchronicité qui étaient bons d'une stupidité parce que il parlait que des synchronicités positives, voilà que il faut voir les signes partout de synchronicité qui sont toujours bénéfiques, mais n'oubliez pas, il y a les synchronicités qui nous font souffrir. Et voilà, et donc on peut voir voilà, en regardant les chaînes des événements, euh, on peut essayer plutôt à méditer quel mythe nous vivons sur la Terre. Et d'ailleurs, Jung, il posait et posait encore une fois la même question, je cite, quel est mon mythe? Voilà, c'est ça ce qui le préoccupait beaucoup. Voilà, et pour parler de synchronicité, peut-être je vais finir sur ce point. Euh, il a élaboré cette théorie en collaboration avec Monsieur Pauli, le grand physicien. Voilà. D'ailleurs, comme anecdote, ce physicien souffrait des synchronicités négatives, un peu drôle, parce que quand il passait à pied ou en voiture devant un laboratoire, le matériel et les instruments tombaient en panne. Voilà, même les physiciens, ses collègues,
On surnommait ces événements comme le phénomène de Paoli. Voilà, donc on va commencer par ça. Pour dire que Paoli était, en tant que physicien et en tant que, voilà, dans sa vie réelle, il avait ses synchronicités, était très bienveillant envers le travail et la pensée jungienne, et il a pris part aux réflexions. D'ailleurs, il y a tout un volume de leur correspondance euh, du phénomène de la synchronicité. Voilà, et ce qui a aidé Paoli d'avancer une autre hypothèse, je ne sais pas d'ailleurs si lui était le premier, j'ai oublié qui c'était le premier, que dans la physique quantique, l'expérimentateur influence sur le résultat de l'expérience. Voilà, devant les physiciens professionnels, parce que moi je suis physicien amateur, je n'ose pas d'être aussi affirmatif parce qu'il m'explique que les choses sont bien plus compliquées. Mais par contre, il y a d'autres qui sont bien plus ouverts et qui disent que oui, parce que avant d'ouvrir la boîte expérimentale, on ne peut jamais prédire où va se trouver euh, la particule. Et donc, avant d'ouvrir la boîte, on peut dire que elle se trouve dans les deux états simultanément. Voilà donc une petite introduction de la psychologie jungienne. Bien sûr, c'est une interprétation, c'est mon interprétation. Et n'oubliez pas que tout auteur qui écrit sur Jung, c'est toujours une interprétation. Voilà, donc il faut lire Jung dans le texte, mais heureusement, il reste, il y a toujours du non-dit, il y a toujours du non-dit, surtout dans son livre Ma vie et surtout dans le livre rouge, ce qui nous invite à une grande méditation, à voilà, moi je lis et relis toute ma vie son livre qui s'appelle Ma vie, et quand les années passent, je remarque de nouvelles nuances dans ce livre. Ça me fait beaucoup réfléchir et c'est très énigmatique le style de Jung, pas toujours d'ailleurs, mais dans certains livres, c'est un peu énigmatique et ça fait réfléchir, ça invite à des interprétations. Même parfois, on abandonne des interprétations parce que on se heurte je sais pas, contre de l'inconnu. Voilà. Donc, lisons Jung dans le texte. Je vous remercie de votre attention.